Sur Internet, les faits aléatoires ne sont pas rares. Mais comment faire le tri entre ce qui est bon et ce qui ne l'est pas? Heureusement, vous n'avez pas à le faire, c'est mon travail. Voici d'autres faits divers qui vous étonneront, vous et vos amis. Il est illégal pour un âne de dormir dans une baignoire en Arizona. Les lois sont toujours faites pour une raison. Mais même les cerveaux les plus intelligents pourraient avoir du mal à imaginer pourquoi l'État de l'Arizona interdit aux ânes de dormir dans une baignoire. Après tout, qu'est-ce qui pourrait être criminel dans le fait qu'un animal de basse-cour classique reçoive 40 clins d'œil? L'histoire raconte qu'en 1924, un barrage près de la ville de Kingman s'est effondré, provoquant une crue soudaine qui a fait flotter un âne dans une baignoire sur 1 kilomètre dans la vallée. Il s'est avéré que l'âne avait grimpé dans une baignoire abandonnée devant la propriété de son maître et s'était installé pour une sieste, avant que les événements ne le fassent dériver. Les habitants de la ville ont fait de tels efforts pour sauver l'âne de la baignoire qu'ils ont fait pression pour obtenir une loi afin d'éviter qu'un événement aussi épuisant ne se reproduise. À partir de ce moment-là, il a été décrété que, bien qu'ils puissent se tenir debout et être baignés, les ânes ne doivent jamais, au grand jamais, dormir dans une baignoire. L'âne n'a pas eu son mot à dire. Les animaux étaient jugés dans l'Europe médiévale. À l'automne de 1457, les villageois de Savigny en France ont vu une truie accompagnée de 6 porcelets attaquer et tuer un garçon de 5 ans. Une fois capturée, la famille de porc a été traduite en justice, où elle s'est présentée devant un vrai juge pour témoigner dans un tribunal équipé de 2 procureurs, de 8 témoins et même d'un avocat de la défense pour les porcs. Les témoins ont prouvé que la truie était coupable du meurtre de l'enfant. Mais le rôle des porcelets était un peu plus ambigu. Finalement, le porc adulte a été condamné à être pendu par les pattes arrière à un arbre à potence, tandis que les porcelets ont été disculpés. Croyez-le ou non, il s'agissait d'une pratique courante en Europe jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, où les vaches, les chiens, les chèvres, les cochons et les chevaux qui violaient la loi étaient régulièrement soumis aux mêmes procédures judiciaires que les humains. Bien que les animaux jugés ne soient pas censés se prononcer, des facteurs tels que leurs circonstances personnelles et la question de savoir si le crime était en contradiction avec leur bonne nature générale étaient pris en compte. Lorsque les cochons se comportaient mal dans la salle d'audience, en grognant bruyamment dans le box, cela pouvait également compter contre eux, ce qui peut sembler irrationnel. Mais il en va de même pour le procès d'un cochon. Pourquoi les pirates portaient-ils des cache-œils? Si vous êtes invité à une soirée déguisée sur le thème des pirates, l'une des premières choses que vous allez chercher sera probablement un cache-œil noir, non? Mais pourquoi les pirates en portaient-ils? Peut-on supposer que la plupart des pirates ont perdu un œil à un moment ou à un autre à force de se battre à l'épée? Malheureusement non. Mais il s'avère que cet accessoire de mode emblématique avait en fait un but assez intelligent. En gardant un œil couvert tout au long de la journée, les pirates pouvaient mieux voir lorsqu'ils descendaient sous le pont, qui était constamment plongé dans l'obscurité. Il faut en moyenne 25 minutes à l'œil humain pour s'adapter complètement à la lumière du soleil et à la vision dans l'obscurité. Donc, si un combat se déplaçait rapidement du pont à un endroit situé en dessous, il était important de ne pas avoir une vision réduite. Pour préparer un œil à de telles conditions de faible luminosité, les pirates sacrifiaient 50% de leur vision quotidienne. Voilà ce que c'est qu'un engagement. Salvador Dali n'a jamais payé l'addition. Quelle que soit votre célébrité, vous devez toujours payer l'addition à la fin d'un repas chic, sauf si vous êtes Salvador Dali apparemment. L'infâme surréaliste moustachu avait un penchant particulier pour la gratuité et invitait souvent de grands groupes d'amis dans des établissements haut de gamme en sachant qu'il n'aura jamais à débourser l'argent après le repas. Comment faisait-il? C'est très simple. Dali demandait l'addition, la réglait en totalité, puis la retournait et griffonnait un rapide croquis au verso. Avant de quitter le restaurant, Dali pariait alors que les restaurateurs ne tenteraient jamais d'encaisser un chèque portant l'une de ses précieuses œuvres d'art. Et le fait est qu'il avait généralement raison. Si vous mourrez seul, votre chat vous mangera. La plupart des gens ont peur de devenir le stéréotype de la folle au chat. Mais le plus terrifiant dans cette histoire est que si vous mouriez seul, votre chat n'hésiterait pas à vous manger. Lors d'une conférence de l'Académie américaine des sciences médico-légales qui s'est tenue à la Nouvelle-Orléans en 1992, un médecin légiste a expliqué qu'en l'absence de leur maître pour remplir leur gamelle, les animaux domestiques n'ont aucun mal à se régaler du corps en décomposition de celui-ci. Un vrai régal. Ce phénomène, connu sous le nom de prédation post-mortem, pousse les animaux domestiques à revenir à leur instinct primaire. La nourriture étant après tout de la nourriture. On ne compte plus les cas où des corps ont été retrouvés longtemps après que les animaux domestiques bien aimés aient décidé de les grignoter. Alors que les chiens attendent généralement 1 semaine avant de céder à leur appétit. Les chats sont connus pour prendre le sel et le poivre après seulement 48 heures. Et ils s'attaquent généralement aux parties les plus tendres comme le nez ou les lèvres en premier. Je ne veux pas vous décevoir, mais votre précieuse boule de poil est en fait un vrai con. C'est juste de la science. Les abeilles peuvent vivre dans vos yeux. Certains disent que la peur des abeilles est irrationnelle. Après tout, le monde s'arrêterait complètement sans elles.
Mais vous devriez y réfléchir à 2 fois avant de vous approcher de trop près après avoir entendu cette histoire terrifiante. En avril 2019, une Taïwanaise de 28 ans arrachait les mauvaises herbes autour de la tombe d'un proche dans le cadre du festival Qingming de balayage des tombes lorsqu'elle a senti ce qu'elle pensait être un morceau de terre entrer dans son œil. Après que son œil ait rapidement enflé, Madame He a consulté un médecin qui a remarqué ce qui ressemblait à une minuscule patte d'insecte qui dépassait. Le docteur Hong Chiting a été choqué de retirer de son œil un insecte ailé de 4 mm de long. Mais ce n'est pas tout. Ce petit piqueur a été suivi de 3 autres abeilles, toutes vivantes et en pleine forme. Ce type d'abeille, appelé Alectidae, est plus petit que le bourdon standard et est parfois appelé abeille de la sueur, car elle utilise la sueur ou les larmes humaines comme source de protéines. Le Dr Ting pense qu'elles ont pu être amenées par un coup de vent soudain. Mais comment Madame Yi n'a pas remarqué qu'elle rampait sous sa paupière est tout aussi déconcertant qu'inquiétant. Les kangourous ne peuvent pas marcher à reculons. Je sais ce que vous pensez, les kangourous ne marchent pas de toute façon, ils sautillent. D'accord, petit malin, mais ils ne peuvent pas non plus sauter à reculons. Leurs longs pieds, leurs pattes arrière de forme bizarre et leur lourde queue ne leur permettent pas de marcher dans un sens ou dans l'autre. Ils poussent donc leurs 2 pieds en même temps, dans un mouvement de saut officiel appelé saltation, bien que leur queue musclée aide à l'équilibre et agisse comme une sorte de 3e jambe. C'est aussi ce qui empêche malheureusement les kangourous de se déplacer en sens inverse. Certains pensent même que les armoiries de l'Australie comportent un kangourou et un émeu, parce qu'aucun de ces animaux n'est capable de marcher à reculons, ce qui symbolise apparemment une nation en constante progression. Il est illégal de mourir dans une ville scandinave. D'accord, nous avons déjà entendu parler de lois assez stupides, mais celle-ci est vraiment la meilleure. Comme si coexister avec une population d'environ 1000 ours polaires ne suffisait pas. Les 2000 résidents de la ville norvégienne isolée de Longyearbyen doivent suivre une règle extrêmement étrange. Ils ne peuvent pas y mourir, situés à mi-chemin entre la Norvège continentale et le pôle Nord. Longyearbyen est aussi froide que possible, et c'est là que réside le problème. En 1950, les habitants ont fait une découverte plutôt inquiétante. Les corps enterrés dans le sol gelé étaient conservés au lieu de se décomposer naturellement. Les choses sont devenues encore plus inquiétantes lorsque des scientifiques ont déterré en 1998 un échantillon vivant de la grippe espagnole de 1918 sur l'un de ses habitants morts depuis longtemps. Les habitants avaient tellement peur que la maladie se propage à partir des restes conservés qu'une loi a été adoptée pour interdire à quiconque d'être enterré dans le cimetière local. Cela signifie que toute personne en fin de vie doit désormais s'envoler vers le continent norvégien avant de rendre son dernier souffle. C'est ce qu'on appelle mourir en paix. La Belgique employait autrefois des chats pour distribuer le courrier. Dans les années 1870, les autorités de la ville de Liège, en Belgique, ont pris la décision improbable de transformer les chats en facteurs. Quiconque possède des chats sait que 9 fois sur 10, ils ne répondent même pas à leur propre nom. Alors, pourquoi quelqu'un a pensé que leur faire confiance pour distribuer le courrier des gens de manière appropriée était une bonne idée et légèrement déroutant? Alerte spoiler, ce n'était pas le cas. La ville a engagé une flotte de 37 félins jugés aptes à faire ce travail et les a entraînés à porter des messages qui étaient attachés à leur collier dans des sacs étanches entre les quartiers. L'aspect le plus surprenant de cette mission clairement vouée à l'échec est que les rapports de l'époque suggéraient audacieusement que la seule chose qui pourrait mal tourner serait que des chiens criminels volent le courrier aux chats. La réalité a été bien plus décevante. Bien qu'un chat entreprenant ait réussi à arriver à destination en moins de 5 heures, les autres félins ont mis jusqu'à une journée entière pour distribuer le courrier à leur propre domicile. Sans surprise, ce furent les derniers messages livrés par le courrier du Minet. Bien essayé, Liège. Les parents et les enfants de Shakespeare étaient probablement illettrés. William Shakespeare est l'un des écrivains les plus célèbres de l'histoire. Mais vous serez peut-être surpris d'apprendre que la plupart des membres de sa famille immédiate ne savaient ni lire ni écrire. Bien que nous ne puissions pas en être sûrs, les parents de Shakespeare, John et Mary, n'ont probablement jamais appris l'une ou l'autre de ses compétences de base, car l'alphabétisation n'était pas nécessaire pour les personnes de leur rang à l'époque élisabéthaine. Certains ont suggéré que les fonctions civiques de John auraient pu exiger une alphabétisation de base, mais comme il signait toujours son nom d'une marque, cela peut sembler plutôt improbable, bien que William ait fréquenté le lycée local de Stratford où il maîtrisait la lecture, l'écriture et le latin. Il n'a pas non plus transmis ses compétences à sa femme ou à ses 2 filles, Susanna et Judith. Susanna avait au moins gribouillé sa propre signature, mais Shakespeare n'a probablement pas pris la peine de leur apprendre à lire et à écrire. Peut-être était-il trop occupé à inventer le nom de Jessica à la place. Oui, sérieusement, vérifiez sur internet. Les séquences de rire sont généralement faites par des personnes mortes. Si vous êtes un fan des sitcoms classiques comme Friends, vous êtes probablement habitué à entendre les mêmes vieux rires en boucle.
Mais vous n'avez peut-être jamais pensé que vous gloussiez ou que vous rouliez des yeux au son du rire de personnes mortes. En effet, la plupart des personnes à l'origine de ces rires si ennuyeux ont disparu depuis longtemps. L'idée de la séquence de rire est née dans les années 50, lorsqu'un ingénieur du son du nom de Charlie Douglas a décidé qu'il en avait assez marre que le public du studio ait continué à rire au mauvais moment pendant les enregistrements en direct. Ce n'est qu'à ce moment-là que les pistes de rire classiques ont été enregistrées et réutilisées encore et encore pour diverses émissions au fil des décennies. Bien que les pistes ont été révisées à intervalles réguliers afin de supprimer certains rires et d'en ajouter de nouveaux, les classiques n'ont finalement jamais été retirés. Cela signifie que les mêmes personnes qui rient dans une émission classique du milieu des années 60, comme Ma sorcière bien-aimée, peuvent probablement être entendues dans des épisodes plus récents de Frasier, si vous écoutez attentivement. Les kangourous lancent parfois leurs bébés. Beaucoup d'animaux ont des mécanismes de défense super cool, et les kangourous ont un réflexe naturel peu connu qui est pour le moins intéressant, voire un peu contre-intuitif. En effet, si une mère kangourou est menacée par un prédateur comme un dingo, elle a souvent recours à une technique de distraction infaillible. Elle lance son bébé dans sa direction. Vous pensez peut-être, mais alors le bébé va mourir, non? Oui, le bébé va probablement mourir, mais si cela permet au kangourou adulte de s'enfuir rapidement, c'est un sacrifice qu'elle est prête à faire. Cela peut sembler être un geste totalement sauvage, mais il y a en fait une logique tordue là-dedans. Si le kangourou adulte est tué et mangé, il ne peut plus se reproduire, donc il sacrifie essentiellement un bébé pour que sa future progéniture puisse vivre. Si une mère kangourou a des difficultés alors qu'elle doit s'occuper de plusieurs bébés à différents stades de développement, elle peut aussi en abandonner un pour le bien des autres. Et c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui de « La nature est parfois très dure ». Le roi Charles et le prince William ne voyageront jamais ensemble dans le même avion. La famille royale est une source inépuisable d'intrigues pour bien des gens, et il existe de nombreuses règles tacites que les sangs bleus ont appris à suivre. L'une de ces étranges coutumes est l'interdiction faite au roi Charles de voyager dans le même avion que son fils, le prince William. Il ne s'agit pas d'une querelle secrète entre père et fils, mais d'une question de sécurité. Si l'avion dans lequel voyageaient Charles et William venait à s'écraser, par malveillance ou par toute autre faute, cela signifierait la perte des deux membres de la famille royale les plus proches du trône. Pour éviter ce scénario catastrophe, un roi et un héritier d'un coup, le duo doit toujours voyager séparément. Il en va de même pour le prince William et son fils, le prince George, qui est actuellement le deuxième prétendant au trône. Il est arrivé à plusieurs reprises que le duc et la duchesse de Cambridge ont voyagé avec leur fils, grâce à une autorisation écrite de l'ancienne reine. C'est vrai, William devait d'abord demander à sa grand-mère, oh, paix à son âme. Alors, avez-vous des anecdotes que vous pensez que je devrais connaître? Écrivez-les dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.